Шановні колеги, шановні журналісти, дякую, що ви тут, дякую, що ви дивитеся, можливо, нас онлайн. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Темою нашого останнього брифінгу на сьогодні є результати візиту французьких парламентарів до Києва. Нашими спікерами є Даніель Оруа, голова Комітету європейських справ парламенту Франції, та Ремі Поврос, голова парламентської групи «Дружба Україна-Франція» національних зборів Франції. Я запрошую на цю сцену наших спікерів. Bonsoir, bonsoir à tous. Je voudrais pour commencer vous donner quand même le salut de la France et de surtout ce que nous représentons en France, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, à tous les Ukrainiens, tous les citoyens ukrainiennes et ukrainiens qui continuent à vouloir partager avec nous et l'Union européenne les valeurs qui nous sont fondatrices. Nous étions dans ces mêmes lieux il y a un petit peu plus de 2 ans, parce que justement après la période Maïdan, après l'invasion de la Crimée et du Donbass par l'armée russe, il y avait un certain nombre de choses, d'inquiétudes qui étaient à ce moment-là très présentes dans la tête de ceux que nous avons rencontrés. Et il y avait aussi, et ça nous avait paru quelque chose de très intéressant, une société civile très mobilisée qui voulait que l'Ukraine tourne la page d'une certaine habitude politique héritée d'un passé récent et devienne une structure démocratique. Elle était d'ailleurs encouragée pour cela par l'Union européenne. Et donc, il est important de voir régulièrement comment les uns et les autres nous pouvons mesurer le chemin commun partagé, travailler mieux ensemble et être dans l'assurance des uns et des autres que nous sommes tout à fait attentifs à ce qui se passe, à ce qui est positif, parce que tout compte fait, les peuples ont envie de se parler et de vivre mieux ensemble. Je crois que c'est le premier message qu'il me paraît important de rappeler, et c'est aussi ce message-là que nous faisons passer dans une situation qui est difficile pour l'Ukraine, qui est toujours avec une guerre larvée dans le Donbass, qui est toujours orpheline de la Crimée. C'est une situation difficile aussi, au moment où dans l'Union européenne, il y a toute une série d'incertitudes, avec le Brexit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne qui essaie de quitter l'Union européenne, au moment même où d'autres États, je pense aux États de l'ancienne Yougoslavie, qui, eux, ne souhaitent qu'une chose, c'est rentrer dans l'Union européenne. Et l'Ukraine, de ce point de vue-là, a une situation très particulière qu'il faut peut-être que nous rappelions les uns et les autres, c'est-à-dire que nous sommes partis d'abord dans un accord de libre-échange qui est extrêmement important entre l'Union européenne et l'Ukraine et qui permet aux Ukrainiens de bénéficier de presque 2 millions d'euros chaque année d'aides multiples et donc sur le plan économique d'avoir des possibilités importantes. Et d'ailleurs, une des choses qui nous a paru importante dans les échanges que nous avons eus ces jours-ci, c'est que après une période très difficile économiquement, l'Ukraine est plutôt dans une période de reprise. Ce qui ne veut pas dire pour cela que la population, dans son quotidien, se rend compte encore des effets de cette reprise. Et nous en sommes bien conscients. La seconde chose, c'est que nous savons que les Ukrainiens ont des inquiétudes par rapport à la façon dont l'Union européenne est à leur côté, et nous sommes venus pour leur dire, témoigner de la France, justement que nous sommes à leur côté. Je pense que ce sera plus intéressant que nous répondions à vos questions sur ces sujets-là, de façon plus précise, mais notre première volonté, c'est de rappeler cette solidarité qui est la nôtre, et je crois que le fait que Ремі Поврос, qui est président du groupe d'amitié France-Ukraine, est à lui seul le symbole de cette volonté de solidarité. Et il va peut-être rajouter quelques mots avant que nous répondions à vos questions. Quelques mots
Quelques mots pour dire que, effectivement, dûment mandaté, je représente le groupe d'amitié France-Ukraine et je représente aussi la position du président de l'Assemblée nationale, de l'ensemble des parlementaires majoritaires au sein de l'Assemblée nationale, qui est de dire à l'Ukraine, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous, et quelques parlementaires ont cru bon à un certain moment de venir à titre personnel en Crimée ou ailleurs pour dire oui, on est avec vous, mais on est aussi avec la Russie. Nous, on n'est pas contre la Russie, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est ici pour dire à l'Ukraine, nous sommes avec vous. À mes collègues de la Rada, que j'ai rencontrés, que nous rencontrons régulièrement, qui viennent nous rendre visite en France. Nous reviendrons prochainement, certainement en février, avec une délégation, pour continuer à travailler ensemble, échanger au maximum pour rassembler nos efforts pour l'avenir de l'Ukraine, qui a droit à son existence, à sa liberté, qu'elle a conquis il y a 3 ans en particulier, dans les conditions que l'on sait. Voilà, simplement notre démarche aujourd'hui. En même temps, comme l'a dit la présidente, cela nous permet de faire le point, de comparer l'évolution depuis 2 ans, notre dernière visite, de voir où nous en sommes. Nous avons rencontré beaucoup d'interlocuteurs qui nous paraissent les uns et les autres toujours aussi déterminés pour l'avenir de l'Ukraine, malgré les difficultés, et toujours déterminés à garder, nous avons rencontré des ONG, garder l'esprit de Maïdan. Ça nous paraît important, nous savons que c'est difficile, nous savons que la construction est lente, nous ne sommes pas de ceux à donner des leçons à l'Ukraine, nous savons que la démocratie est récente, qu'elle se construit dans des difficultés énormes avec la présence de la Russie, en particulier en Donbass et en Crimée. Et donc nous sommes là pour vous accompagner, pour accompagner les Ukrainiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, шановні колеги журналісти, є у вас запитання? Bon, le temps que les journalistes pensent à leurs questions, je poserai les premières questions de la part de Ukraine Crisis Media Center. Ma première question à Daniel Roy. Vous avez évoqué cet euroscepticisme qui existe en Europe après Brexit. On entend parler souvent qu'en France, les attitudes, l'opinion publique aussi souvent est assez eurosceptique. Quelle chance pour Frexit, selon vous, existe-t-elle en France ? Très franchement, je ne crois pas que le Frexit soit à l'ordre du jour. Il y a bien sûr, mais dans tous les pays du monde, si on regarde ce qui vient de se passer aux États-Unis, je crois qu'on a une illustration, il y a une tentation de repli sur soi-même de beaucoup de peuples, parce qu'ils sont tous confrontés à ce que vous connaissez aussi, c'est-à-dire ils sont confrontés à une mondialisation économique, libérale, qui leur donne l'impression que eux, les gens, n'existent plus, qu'ils sont considérés comme des marchandises. Et aujourd'hui, cette mondialisation, elle est devenue tellement insupportable qu'il y a des réactions. Mais il ne faut pas se tromper de réaction. Donc, dans le Brexit, il y a, et nous respectons toujours les choix des peuples, il y a la volonté de quitter l'Union européenne, d'une majoritaire de la population. Nous allons voir comment ils veulent le faire. Tout en étant très strict sur ce que sont les principes européens. C'est-à-dire que ce que nous disons à nos amis anglais, c'est qu'on ne peut pas garder les avantages de l'Union européenne en la quittant. Et donc, eux qui voudraient bien garder le marché unique et rien d'autre, s'ils ne sont plus dans l'Europe, ils ne sont plus dans le marché unique. C'est une des choses que nous disons sans arrêt. Donc, si nous sommes exigeants et clair par rapport à la négociation longue et difficile qu'il va y avoir avec la Grande-Bretagne, il est bien d'évidence qu'à l'intérieur de nos États, et à l'intérieur de la France en particulier, nous sommes au contraire pour dire que l'Union européenne reste la bonne échelle pour redonner de la solidarité entre les peuples. Et de ce point de vue-là, ce qui a été rappelé il y a un peu plus d'1 mois à Bratislava, c'est-à-dire là
la Slovaquie qui préside encore l'Union européenne, de 27 États a été cette réaffirmation autour justement de ce que nous partageons, c'est-à-dire les valeurs de démocratie, de libre circulation des personnes, d'accueil, de solidarité, à côté du grand marché. L'Union européenne, ça n'est pas qu'un grand marché, c'est bien autre chose, et ce sont ces valeurs auxquelles nous tenons beaucoup. Merci beaucoup. Et la deuxième question que je poserai à M. Povros, vous avez bien évoqué que voilà, nous sommes avec l'Ukraine. Et donc, concernant les sanctions contre la Russie, nous savons l'existence de décisions peut-être d'annuler les sanctions contre la Russie. On voit bien que les chances du candidat républicain François Fillon sont en ce moment assez fortes en France. On a entendu dire que les sanctions et les sanctions contre la Russie. Quel avenir envisagez-vous pour les sanctions européennes contre la Russie, pour la Crimée et pour les événements à Donbass? D'abord, pour revenir sur le Brexit en une phrase, il y a une phrase en France utilisée souvent, j'imagine peut-être en Ukraine, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Je ferme la parenthèse pour parler de nos amis les Anglais. Pour votre question, d'abord, faisons attention aux sondages. Trump n'était pas prévu, et chez nous, M. Fillon n'était pas prévu non plus. Donc, nous verrons effectivement ce qui se passe au mois de mai, ce qui va se passer aussi en Allemagne, qui n'est pas neutre par rapport à la question que vous posez. Deuxièmement, nous sommes engagés dans des accords qui ont été validés, dont le format Normandie, qui a été porté par notre président, dont l'accord de Minsk, qui reste pour nous une référence. Et je crois que justement par rapport à l'inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis de l'avenir, il nous faut conforter Minsk complètement, parce que c'est le moyen d'imposer dans la durée la règle du jeu, y compris s'il y a des changements de majorité au sein de nos pays, parce que lorsque la France est engagée, elle doit bien respecter ses accords. Enfin, nous sommes quand même dans le cadre de l'Union européenne, nous venons de l'évoquer, et l'Union européenne, ce n'est pas seulement un marché, c'est effectivement, comme vient de dire Madame Roy, un engagement formel sur des valeurs dont la possibilité, la nécessité pour les peuples de décider eux-mêmes de leur avenir et de respecter leur intégrité territoriale. Je vois mal donc, même s'il y a changement de majorité, il peut y avoir des modifications de comportement, mais je vois mal la mise en cause du jour au lendemain de l'ensemble de nos engagements par rapport à l'Ukraine, même si, et il ne faut pas se tromper, il y a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, des parlementaires qui ont pour le moment une position beaucoup plus radicale. Il faut aussi informer, manifestement, l'Ukraine, qu'est-ce que c'est, quel est l'enjeu, quel est l'intérêt pour l'Europe de la présence de l'Ukraine, quel est l'intérêt pour la France de continuer à travailler avec l'Ukraine. Nous avons rencontré hier des responsables d'entreprises, du monde économique, et nous voyons bien que avec la reprise, certes légère, mais reprise de l'économie ukrainienne, des entreprises de notre territoire sont intéressées, et donc on peut imaginer aussi que tout gouvernement soit sensible, surtout dans le cadre de la crise économique que nous vivons, à l'intérêt des entreprises qui aujourd'hui sont présentes sur le territoire ukrainien. Merci. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, alors je me permets de poser encore une question qui est brûlante pour les Ukrainiens, qui certainement sera posée par des journalistes, ou peut-être les journalistes qui nous regardent à l'Internet sont intéressés par cette question-là. Une question brûlante pour l'Ukraine, c'est le régime sans visa. Le régime sans visa avec l'Union européenne qui est promis par nos dirigeants depuis un petit moment, qui est en négociation depuis un long moment déjà. Et donc, ce dernier temps, comme vous le savez très bien, il est rapporté dans nos temps parce qu'il y a des mécanismes de suspension de ce régime sans visa qui est en question. Il y a une rumeur qui présente dans les médias ukrainiens sur l'opposition de la France
d'accorder ce régime sans visa à l'Ukraine. Alors, quelle serait votre réponse? Bien, je crois qu'il faut que les médias ukrainiens entendent bien que la rumeur est un mensonge et que les mensonges, il faut les traiter comme tels. D'autant que si cette rumeur arrive en France, ça va être aussi très destructeur pour nous. C'est-à-dire que la population, l'opinion publique française va se sentir accusée de quelque chose qu'elle ne porte absolument pas. Donc, il faut rappeler que la question des visas se négocie à Bruxelles, avec l'Union européenne, qu'aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu une rencontre entre l'Union européenne et l'Ukraine, qu'il a été réaffirmé que techniquement, aucun État, en tout cas pas l'État français, ne s'était opposé à cette logique de la suppression des visas. Donc c'est une des choses qui est normalement actée. Que le président de la Commission, le président Juncker, a même rappelé qu'il était tout à fait possible que, à condition que tout soit rempli dans toutes les cases, vous avez rempli les 14 propositions, mais il faut absolument que ce soit équilibré avec tout ce qui peut nous poser question par ailleurs. Donc, à condition que tout soit clair des deux côtés, il n'y a pas d'opposition, bien au contraire, pour que la question des visas soit enfin traitée. Le président Juncker avait même parlé de la fin de l'année, mais il faut vraiment que tout soit équilibré, tout soit balancé. Nous ne comprenons pas, nous avons entendu parler des visas depuis longtemps, et puis je laisserai Rémi Provost compléter, mais nous ne comprenons pas cette accusation de la France sur la France qui voudrait empêcher les visas. La France, c'est quand même le pays des droits. La France, c'est aussi un des pays qui accueille les plus les réfugiés à l'heure actuelle. C'est quand même un petit peu contradictoire de faire ce procès aux Français qui nous étonne beaucoup et qui, me semble-t-il, doit cesser parce que s'il ne cesse pas, il va finir par... Vous savez, les rumeurs, ça finit toujours par être très dangereux. Donc, nous sommes là, et nous le réaffirmons, pour dire que la France ne s'oppose pas à cette question des visas. Et puis, je vais laisser Rémi Ovros compléter sur, justement, l'équilibre qui est en train de se trouver par rapport à l'Union européenne. Je le répète, c'est l'Union européenne qui discute. Oui, pour être très précis et confirmer ce que vient de dire Madame Roy, il reste simplement à soulever le problème de la clause de sauvegarde, qui effectivement est demandée par l'ensemble des partenaires européens sur l'idée que s'il y a dérive, s'il y a difficulté, il faut effectivement la possibilité de revoyure, c'est un terme technique que nous utilisons couramment au niveau européen. Ce qui est important de souligner, c'est que dès qu'il y a un accord sur cette clause de sauvegarde, la décision est prise. Elle est appliquée immédiatement, c'est-à-dire qu'il y a accord sur l'attribution des visas. Enfin, une réflexion un peu plus générale, au-delà de ce problème de visa, nous avons été interrogés et nous nous interrogeons sur l'émigration d'Ukrainiens. 1 500 000 Ukrainiens en Pologne, bien avec des demandes effectivement de transfert et de travail dans beaucoup de pays. Ça ne nous regarde pas, nous n'avons pas là aussi à porter une appréciation, simplement de nous interroger sur quelle est la stratégie du gouvernement ukrainien pour faire en sorte que, en particulier, celles et ceux qui souhaitent travailler dans leur pays, ils restent dans la durée. C'est une question, nous l'avons évoquée avec mes collègues de la RADA, on y reviendra certainement, mais encore une fois, je confirme, la France est d'accord pour les visas. Je vais juste rajouter un mot par rapport justement à cette migration. Quand nous travaillons par exemple avec nos collègues polonais, nous travaillons dans un format avec les Allemands et les Polonais, ce qui est le triangle de Weimar. Et dans ce format-là, les Polonais nous disent, nous ne pouvons pas, puisqu'on a une grosse question sur les réfugiés en Méditerranée, et nous essayons de travailler parallèlement à la fois sur la question de la Méditerranée et sur la question de l'Ukraine, nous essayons de penser à tout le monde, et je peux vous assurer que c'est vraiment notre volonté. Les Polonais nous disent, on ne peut pas prendre les réfugiés que vous nous proposez, puisqu'on a déjà beaucoup d'Ukrainiens. Alors, on leur répond, parce que nous semble-t-il que ça, les Ukrainiens qui sont en Pologne, ils sont pour travailler. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les réfugiés. Mais vous voyez bien que
quand on pose la question des visas, et nous le répétons, la France a signé, il y a d'autres pays qui la posent aussi, et de façon, je vais dire, beaucoup plus dure que nous le posons. N'empêche que toute l'Union européenne est d'accord, encore faut-il la fameuse clause dont a parlé Rémi Pauvros, sinon il n'y a pas d'équilibre dans les relations entre les États. Merci beaucoup. Nous avons une question. Доброго дня, Крістіна Челмакіна, Український кризовий медіа-центр. Je représente le Ukraine Media Centre de crise. Et il y a quelques jours, l'avocat du journaliste ukrainien détenu en Russie a fait savoir que la France pourrait apporter son soutien pour obtenir la libération de ce journaliste ukrainien, Roman Sushchenko. Auriez-vous des informations supplémentaires à ce sujet? Quelle pourrait être en effet la contribution de la France pour obtenir cette libération et quels sont les délais envisageables pour sa libération, si vous avez des infos? Précise, nous n'avons pas plus d'informations que ce que vous venez de dire. Il est d'évidence que la France en général, qui a une volonté de faire valoir toujours les droits de l'homme et qui a une pratique de négociation quand il y a des détenus, fait savoir à la Russie que si un journaliste est détenu de façon anormale, il faut effectivement le libérer. Ça fait partie, j'allais dire, presque de ce qu'on appelle notre ADN en France. Ça fait partie de ce que nous portons. Mais très honnêtement, sauf si nous n'avons pas d'informations plus précises que celles que vous avez. Vous savez bien, quand il y a des phases de négociation pour libérer des personnes, il y a souvent un petit peu de tranquillité autour, parce que les négociations, il faut qu'elles se passent dans la plus grande tranquillité. Désolée de ne pas pouvoir être plus précise. Merci. Et nous avons également une question posée sur notre site par les journalistes qui regardent notre conférence de presse à l'Internet. Alors la question suivante, vous avez vu les représentants de la société civile et vous avez bien vu les parlementaires. La question brûlante pour l'Ukraine, ce sont les réformes. Quelle est votre évaluation des réformes, de progrès de réformes en Ukraine depuis 2 ans et quels sont les challenges les plus importants? Vaste question. Donc, on va essayer de répondre au moins partiellement. C'est vrai que nous voyons bien qu'il y a des réformes qui sont en train de se mettre en place en Ukraine, qu'il est d'évidence que ces réformes, en particulier l'autonomie et la transparence de la justice, commencent à se mettre en place, que les outils commencent à être présents. Après, il va falloir voir ce que donnent les applications. Mais nous sommes plutôt avec l'impression que la volonté, surtout si la société civile reste aussi attentive à ce qui se passe, du côté de la lutte contre la corruption, du côté de la transparence, du côté de la mise en place de nouveaux outils, il y a tout un paquet qui est aujourd'hui sur la table et donc qui répond plutôt aux questions qu'on a pu poser, que l'Union européenne a pu poser juste après la période de Maïdan pour aller vite. Nous savons bien aussi que il y a dans cette logique-là des moments où ça paraît difficile, tout simplement parce que du côté, par exemple, des réformes économiques, ça peut aller plus vite et c'est plus facile, mais quelque part l'Union européenne attend bien aussi de l'Ukraine que les réformes démocratiques soient suffisamment présentes. Il n'empêche que dans le dialogue que nous avons eu avec la société civile, il nous semble que cette société civile était plutôt, même plus optimiste, si je puis dire, que la Rada, par exemple. Donc, ça nous donnerait plutôt une information qui nous dit que il faut encore surveiller des choses. Il est d'évidence que il y a aussi de la part de la société civile ukrainienne des attentes peut-être par rapport à l'Union européenne, pas seulement la question des visas, mais des attentes aussi sur le fait que
on voit, on reconnaisse un peu plus ce qui se fait en Ukraine, et que de ce point de vue-là, ceux que nous avons rencontrés de la société civile étaient plutôt rassurants. Mais peut-être que Rémi va donner d'autres précisions. Sur un aspect, puisque les réformes sont importantes pour l'Ukraine en tant que telle et pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens, mais il y a un impact des réformes qu'il ne faut pas négliger. Je pense que, par rapport à votre question tout à l'heure, le populisme, la réaction, l'euroscepticisme, etc., gagnent aussi un peu les esprits en Ukraine. D'abord, il faut rappeler ce que fait l'Europe. 1,8 milliard, c'est pas rien, c'est le premier budget hors communauté européenne qu'accorde l'Europe sur le territoire. C'est 200 millions chaque année, plus ce qu'a évoqué Madame Roy sur l'ouverture du marché. Mais au-delà de ça, il faut faire venir les entreprises. Parce qu'il faut relever le niveau de vie des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Il faut qu'ils sentent que la reprise, et grâce à l'effort de tous, et en particulier l'effort des gouvernants ukrainiens, cette reprise puisse amener petit à petit des richesses, malgré le poids terrible de la présence dans le Donbass et en Crimée, ce qui évidemment ajoute aux difficultés. Et pour amener les entreprises, il faut les rassurer. Nous avons rencontré bon nombre d'acteurs économiques, et ceux qui sont là nous disent, mais ceux qui ne sont pas là pourraient nous le dire, la lutte contre la corruption, les règles du jeu, la pérennité des règles du jeu, c'est-à-dire on met un investissement mais on sait comment ça va fonctionner, on sait dans la durée comment ça va fonctionner, sont des éléments essentiels, la stabilité de l'argent, autant d'éléments qui sont essentiels pour faire en sorte que les investisseurs, lorsqu'ils ont à choisir entre différents pays, se disent l'Ukraine, ça représente effectivement un marché important et de développement important. Je pense que c'est un élément majeur pour la réussite de cette entreprise qui est, encore une fois, j'ai beaucoup d'humilité en le disant, une entreprise extraordinairement difficile de relancer l'économie dans votre pays aujourd'hui. Mais pour le faire, encore une fois, n'oublions pas cet aspect d'accueil, d'accompagnement, de sécurisation des investisseurs étrangers, en particulier français. Merci beaucoup. Чи є ще у нас запитання до наших спікерів? Немає. Nous n'avons plus de questions ni dans la salle ni par internet. Alors, je remercie de cette conférence de presse et voilà, merci pour le soutien de la France à la cause ukrainienne que nous apprécierons. На цьому Український кризовий медіа-центр завершує свою роботу на сьогодні. À notre tour, vous remercier et de rappeler que dans quelques mois, Rémi Pauvros avec le groupe d'amitié vont organiser une nouvelle visite. Donc nous aurons l'occasion de reparler et de l'Ukraine et de la situation dans l'Union européenne et de la situation dans le monde aussi. Merci à vous. Merci beaucoup.